Taxi FM. Le monde en une radio. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin. Taxi Presse de ce lundi, c'est avec Ildefonse Akpaki, le patron de la Gazette du Togo.com, et l'homme Tissobo, le patron du journal La Nouvelle Tribune, et Michel Tadia, le patron du journal Ouara, Les Vainqueurs. C'est avec eux que nous reviendrons sur cette confusion, il faut le dire, autour d'une manifestation de la coalition, contrairement au PNP qui souhaite chauffer un petit peu le terrain. La ANC semble jouer la carte de l'apaisement. Le parti de Gilles Christ, non, beaucoup plus de Jean-Pierre Fabre, a quand même réussi à obtenir l'annulation de la marche programmée. Non sans créer des frictions au sein du groupe. On va revenir sur cette situation largement commentée par les réseaux sociaux et par l'opinion. La presse ce matin revient un petit peu sur le sujet. Bienvenue. Taxi FM 93.1. D'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Forum de la semaine. Forum de la semaine qui parle de la politique togolaise. Politique togolaise, donc vous lirez l'article dans le journal. Il me semble que nous n'avons pas le bon numéro de forum de la semaine. On lira l'article, en tout cas, on cherchera le numéro du jour, on vous en dira un peu plus. Il y a le quotidien Togo Matin qui parle de l'opposition avec la démobilisation au PNP, guerre de leadership au sein de la C14. L'article est à lire dans le journal Le Confrère, dans l'éditorial qui parle de la scission qui est consommée au niveau de la coalition. Vous lirez l'article dans le journal. Réconciliation nationale, indemnisation des victimes de 2005. Le HCRU passe à une nouvelle étape, renseigne notre confrère Togo Matin. L'autre quotidien, c'est Liberté. Liberté qui parle de la reprise des marches de contestation. La coalition annule les manifestations en attendant les émissaires de la facilitation. L'article est à lire dans le journal. Pourquoi des élections crédibles ne sont pas possibles en 2018 au Togo dans les conditions actuelles? Le confrère revient sur le sujet. Puis, des Nigériens braqués sur la route de l'aéroport de Lomé. Une importante somme emportée, et renseigne le journal Liberté ce matin. Le confrère qui revient sur l'affaire de Paratao avec le professeur Olu qui fustige la sortie de la CNDH. Les activités de la CNDH sont encore sujettes à vérification, dira-t-il. Vous lirez sa réaction dans le journal. Et puis santé, hôpital de référence, d'accord, mais équipement des centres existants d'abord, écrit notre confrère Liberté. Autre journal dans lequel c'est le bi-hebdomadaire Le Libéral qui parle de la coalition qui se libère peu à peu de la domination du PNP. Tikpi Achadam, seul contre tous. L'article est à lire dans le journal. Crise ou malentendu, se demande le journal Le Libéral. Et puis prochaine manifestation de la coalition, des émigrants pourraient être mis à contribution pour des actions d'envergure. Croit savoir le confrère qui s'intéresse également au football avec la Ligue africaine des champions et l'AS Togoport qui se qualifie pour la phase de poule, à lire dans le bi-hebdomadaire Le Libéral. L'autre bi-hebdomadaire, c'est Le Correcteur. Fourberie gouvernementale quand un pouvoir violateur des accords se prévaut d'un règlement intérieur. Madame Brigitte Adjamango qui dit « Le ministre incarne un régime dictatorial ». L'article est dans le journal. Togo, un pays totalement à l'abandon. Pourquoi Faure est-il encore président? Se demande le confrère. Le journal qui parle aussi de la Ligue africaine des champions. Historique qualification de Togoport. L'article est dans le journal. Le Correcteur. Il y a Nouvelle Opinion. Nouvelle Opinion qui évoque l'annulation des manifestations politiques des 20, 21, 22 et 24 mars prochains. La coalition respectueuse des engagements pris, le PNP dans l'hésitation, avec une interrogation à la clé, s'achemine-t-on vers le retrait du parti de Tikpi, du groupe des 14, interrogation à découvrir dans le journal. Et puis l'effet boomerang politique qui se retourne contre la ANC, Jean-Pierre Fabre périt par l'épée qu'il a utilisée contre les autres. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, ce sujet aussi évoqué par Nouvelle Opinion par rapport aux manifestations avortées, des manœuvres pour embarquer les émigrants. L'article est découvert dans le journal. Et puis, installation des comités préfectoraux, communaux, cantonaux et de base. Unir se régénère à Tchaoudjon. L'article est découvert dans l'hebdomadaire Nouvelle Opinion. Voilà, les journaux qui sont
dans les kiosques ce matin pour ce que nous avons avec nous. Vous avez le billet hebdomadaire Le Libéral, le billet hebdomadaire Le Collecteur, vous avez l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, le quotidien Forum de la Liberté et le quotidien Togo Mata. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci de nous retrouver sur Radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Presse. Bonjour Idelphonse Akpaki. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux et celles qui nous suivent. J'espère que vous vous portez très bien. Je rends grâce à Dieu. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Michel Tchadja. Bonjour Eric, bonjour à tous nos amis qui nous écoutent actuellement. Parfait. Bonjour Elo Mathieu. Bonjour Taxi FM, bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs. Alors je voudrais que nous commencions par cette information qui circulait à peu près depuis le début du week-end, depuis vendredi, ça bruitait. Ben voilà, je pense qu'il y a eu une petite confirmation, puisque le confrère Liberté le relève ce matin, des Nigériens qui ont été braqués sur la route de l'aéroport de Lomé, une importante somme emportée. Alors, ces braquages en un point finir finalement au Togo. Est-ce que ça ne pose pas un problème de fond, Elo Mathieu, d'abord? Oui, bien évidemment, parce que jusque-là, on n'a pas encore eu les résultats de l'enquête ouverte suite au braquage des cambistes à l'aéroport de Lomé. Vous vous rappelez comme il y a au Grand Marché. D'abord à l'aéroport de Lomé, oui, bien sûr. où il y a eu des tirs, etc. Il y a même eu un bilan macabre. On a vu le ministre de la Sécurité à l'époque monter sur les antennes de la télévision nationale autour de 13h pour faire le point. Mais jusque-là, on n'a pas eu les résultats de l'enquête qui a été ouverte. Et vous vous rappelez également de l'assassinat du consul, là, de l'autre consul du Bénin ici, à Bagdad, le Libanais, où on a carrément fusillé sa voiture avec des fusils d'assaut. Et des gens sont des gens qui ont disparu dans la nature, on n'a pas retrouvé leurs traces, les résultats de l'enquête n'ont encore rien révélé. Et ce nouveau braquage à l'aéroport, d'abord Grand Marché, où en plein midi, des gens font irruption au Grand Marché de Lomé, ont commencé à tirer comme dans un Far West. Et ils ont pris une mallette et puis ils ont pris la peau d'escampette. Et finalement, un autre braquage des Nigériens à l'aéroport de Lomé, qui est une zone protégée. Et ma foi, il y a un problème. Vous vous rappelez que dans l'affaire du braquage à l'aéroport de Lomé, il y a eu un changement au niveau de l'armée, notamment... tous ceux qui sont sur autour de la chaîne de sécurité ont été changés. Remplacés. Oui. Et donc maintenant, on nous apprend également qu'il y a eu un nouveau braquage au niveau de l'aéroport de Lomé, pas directement à l'aéroport, mais dans les alentours de l'aéroport, c'est à 50-100 mètres de l'aéroport, où des Nigériens... On parle beaucoup plus de cantines de l'aéroport. Voilà, c'est à 50 mètres, disons, c'est en face de l'aéroport. Oui. Donc, où des Nigériens se sont fait chipper au bas moka 100 millions de francs CFA, comme ça. Mais quand même, c'est-à-dire qu'on est dans une république. On ne va pas laisser des choses comme ça se passer tout le temps. Il y a au niveau de l'aéroport des autorités sécuritaires. Vous avez au niveau de l'aéroport de Lomé tout l'arsenal que vous avez, que ce soit au niveau des bérets rouges, que ce soit au niveau de la garde même de l'aéroport. Vous avez ce qu'on appelle l'autorité de sûreté, la SAEJ, voilà, l'autorité de sûreté de l'aéroport international Yassine Meyadema qui est là. Vous avez d'autres compagnies, la base chasse qui est à côté. Vous avez également d'autres compagnies de sécurité qui sont là à côté. Mais les gens viennent opérer en toute tranquillité, mais on ne comprend pas. Et puis, on ne sait pas comment les gens arrivent à filer des gens qui ont beaucoup d'argent. On ne sait pas comment les braqueurs arrivent à filer des gens qui ont beaucoup d'argent jusqu'à ce qu'on puisse, à la dernière minute, leur prendre 400 ou 500 millions. Mais c'est trop facile. Et puis bon, on a constaté que ça s'est passé dans l'anonymat. Oui. Il n'y a pas eu grand bruit autour de la chose. N'eût été cette réaction même du Haut Conseil des Nigériens au Togo, on ne saurait même pas ce qui serait passé. Moi, j'ai eu l'écho de l'information par les réseaux sociaux. Et puis après un communiqué non signé, et puis ma foi, ça fait pas sérieux pour une association qui se dénomme Haut Conseil des Nigériens au Togo. Parce qu'on aurait pu s'organiser autrement. On dit 400 millions et on sort un communiqué, on ne signe même pas. On met quelques lettres, on diffuse ça sur WhatsApp et puis ça fait le tour du monde. Quand même, c'est pas sérieux. On parle de 400 millions, à moins que les gens se sont fait voler 40 000. Mais quand même, oui, mais je suis sérieux. C'est beaucoup d'argent quand même. Je suis sérieux. À la limite, à défaut de faire une conférence de presse, on s'affiche pour faire une interview, mais une victime n'a pas peur de pouvoir dire que j'ai été volé. Mais à la lui où vont les choses, on a l'impression que c'est un truc qu'ils banalisent eux-mêmes. C'est un devise étrangère parce que dans le communiqué qui circulait, nous avons quand même réussi à authentifier le communiqué. Ça vient bien du Haut Conseil des Nigériens au Togo. Mais ça fait pas sérieux en fait. Où on dit, si je peux me permettre de lire à peu près la teneur de ce petit communiqué, où on dit que attaque des bandits armés toujours contre la communauté nigérienne. Aujourd'hui, mercredi 14 mars, c'est-à-dire mercredi dernier, vers 11h45 sur la route de l'aéroport, des Nigériens ont été
été braqué. Une importante somme d'argent en dollars destinée pour être envoyée à l'aéroport a été emportée. Les braqueurs sont en fuite. Les autorités compétentes suivent l'affaire et ont ouvert une enquête. Le Haut Conseil des Nigériens au Togo suit l'affaire et est pris pour une suite favorable. Est-ce que ça prend un problème tout ça, Ildefonse? Moi, j'ai comme l'impression qu'on a érigé le braquage en système de gouvernance. Parce que... Non, attendez. Quoi, vous imputez le braquage aux autorités aussi quand vous parlez d'un système de gouvernance? Est-ce qu'on s'entend du fait qu'il y a un responsable à la sécurité au Togo? Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'il n'y a pas un responsable? Il y a un responsable. Est-ce qu'on s'entend aussi que par le passé, il y a eu un certain nombre de braquages, comme vient de le citer Elam? Oui, bien sûr, il y a eu des braquages. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été ouvertes? Bien sûr. Quelles ont été les conclusions de ces enquêtes? Oui, pour mais qu'on sache en même temps, ça ne fait pas dire que c'est le gouvernement qui organise ça. Excusez-moi. C'est ce que vous semblez dire. Excusez-moi. Lorsque vous me répondez par l'affirmative à ces 4 questions que je viens de poser, si ça ne pose pas problème au haut sommet, donc ce qui veut dire que nous sommes en danger au Togo. Parce que vous situez cette zone-là dans les zones les plus sécurisées au Togo. Vous vous rappelez les 2 derniers braquages, le braquage à l'aéroport. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à cerner, à connaître les vrais auteurs de ces braquages-là. Et pourtant, le ministre de la Sécurité a ouvert des enquêtes. En plein midi, il y a quelques mois, on a braqué au Grand Marché. Pendant combien de minutes? Plusieurs minutes, oui. Pendant plusieurs minutes. Et dans cette agglomération-là où il y a du monde, on n'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je veux faire économie de tout ce qui s'est passé à Aditikope, à Fontana, et puis autres. Mais si on n'arrive pas à situer les responsabilités, ça va continuer. Nous sommes dans une république, comme il a dit tout à l'heure. Ce qui s'est passé au niveau de la cantine aéroport mercredi dernier, il n'y a pas eu de coup de feu. Hein. Oui, mais... Ça a été minutieusement préparé visiblement. Mais il n'y a pas eu de soucis. Ou alors, on a mis les gens sur écoute, on a su que c'est comme ça, il veut faire des jeux, et puis les éternels braqueurs sont entrés en jeu. Je rappelle que pendant plus d'une dizaine de minutes à l'aéroport, il y a quelques mois, il y a eu des tirs. On a ramassé même des douilles. Oui. Vous savez qu'avec la balistique, on peut en 2015, ça c'est en 2015. Si facilement retrouver les traces de ceux qui ont utilisé les balles. Mais si aujourd'hui, l'État qui a un service de renseignement digne de ce nom, qui arrive à mettre à la seconde la main sur des tricheurs au campus, n'a pas pu dépêcher des services de renseignement pour qu'on sache ceux qui sont auteurs de ces différents braquages-là. Mais on est en danger. Parce que, qu'est-ce qui ne prouve pas que demain, ça va se reproduire? Parce qu'on ne sait pas qui sont ceux qui organisent ça. Donc c'est la sécurité qui est menacée, à votre avis, s'il y a des braquages perpétuels dans le pays? Attends, vous avez dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des armes lourdes qui ont crépité. Vous ne voyez pas. Au Grand Marché, bien sûr. Au Grand Marché et à l'aéroport. Oui. Vous ne voyez pas que la sécurité est menacée? Vous ne savez pas. Bon, en même temps, aux États-Unis, il y a quand même des armes qui circulent et puis on tue les élèves également. Vous avez parlé en même temps, on ne parle pas de menaces sécuritaires. Vous avez parlé des États-Unis. Bien sûr. Nous sommes au Togo. Bien sûr. Merci beaucoup, Ildefonse. Michel, quel est votre commentaire par rapport à ça? Est-ce que la récurrence de ces braquages dans notre pays n'est pas inquiétante finalement? Non, c'est inquiétant parce que chaque jour que Dieu crée, lorsque vous rêvez, vous vous rendez compte qu'à tout moment, vous pouvez croiser les voyous dans n'importe quel coin en tout cas de la ville. Vous allez être inquiet. Mais il faut reconnaître que il n'y a pas l'insécurité zéro dans aucun pays au monde. Tu parlais des États-Unis où les gens rentrent, ils tirent sur
chrétiens dans les églises, Oui. dans des écoles, Dans les boîtes de nuit. dans les boîtes de nuit. Ce qui revient à chaque État, c'est de faire en sorte que les citoyens soient protégés au maximum. C'est le rôle qui incombe à nos autorités. Le fait de nous protéger au quotidien, protéger les biens. Dans ce cas d'espèce, c'est des biens financiers qui ont été emportés. Normalement, nous aurons peut-être pu comprendre que par rapport à la refondation de l'armée, de la gendarmerie et tout, peut-être nous serions mieux en sécurité. Parce que lorsque vous sortez de ce studio, vous allez peut-être croiser de temps en temps des patrouilles mobiles qui veillent. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que les braqueurs sont beaucoup plus renseignés que nos forces de sécurité. Visiblement, peut-être que Parce la que- routine sécuritaire... Parce que les militaires ne peuvent pas être partout au même moment. Oui. Ça veut dire qu'ils sont mobiles. C'est quand ils sont absents dans un coin donné, Alors, qui renseigne? mais c'est là la difficulté. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que malgré tous les efforts que les responsables sécuritaires sont en train de déployer pour protéger les populations et les biens, il reste beaucoup à faire. Je ne suis pas alarmiste, beaucoup plus alarmiste comme Ildefonse qui pense que bon, c'est l'État qui, à l'entendre parler, on dirait que c'est le gouvernement qui organise les braquages. Ah non. Puisqu'il dit qu'on a érigé, c'est un système de gouvernance. Ça, c'est lorsque vous connaissez un peu les réalités du monde, l'environnement international, vous devez faire attention en tenant un certain nombre de propos parce que les braquages, ce n'est pas au Togo seul. Nous ne voulons même pas de braquage. Mais, vous savez, ça arrive comme ça et il faut quand même qu'on interpelle à la vigilance de nos forces de sécurité. On doit les inciter à faire beaucoup d'efforts. Parce que ce qu'ils font jusqu'à présent, c'est bien, mais c'est insuffisant pour nous protéger. Parce qu'il y a encore des failles et les voyous, les délinquants s'incrustent pour créer du désordre. Parce que Mais- aujourd'hui, le sentiment aussi, c'est qu'il y a différents sortes de braquages finalement. Quand vous braquez en zone périphérique, dans les petits villages, tout ça, à Badja, à Bagbe, dans la brousse et consort, on arrive à vous appréhender très rapidement. Et puis on vous montre à la télévision nationale. Mais ces braquages qu'on observe, qui sont des braquages professionnels, où on voit dans des les coups, zones, des balles, dans les zones urbaines, censées oui, être censées protégées, on ne retrouve jamais ces braqueurs-là. C'est- Alors, c'est- qui sont-ils ces braqueurs? Des braqueurs ordinaires ou des gens qui sont mieux organisés? le ministre de la qui Sécurité défient est la bien sécurité? placé pour te répondre. Moi, je ne sais pas. Oui, Parce mais- que je me dis seulement que ces braquages-là, lorsqu'il y a trop de braquages, surtout pour soutirer de l'argent aux gens, c'est que l'État devient de plus en plus en insécurité. C'est le pays qui devient, comment l'appelle-t-on là, le pays qui devient vulnérable. Parce que tout ça, Parce c'est de que l'argent. C'est de l'argent. l'argent-là, il est où? Il va servir à quoi demain? Il y a eu beaucoup de millions. Des milliards. Oui, C'était des à milliards l'aéroport. Au port, au grand marché, c'est des millions. Des millions. Aujourd'hui, c'est Maintenant, des millions. Peut-être ailleurs aussi, c'est des millions. Cet argent va servir demain à quoi et à qui? C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question, je pense aussi, que nos autorités doivent se poser. Et si on ne trouve pas de solution à ça, c'est que, ma foi, c'est dangereux. Non, je voudrais Je juste donne la faire, parole à Elom. Oui, je voudrais allez-y, juste Ildefonse. faire une petite remarque. La première remarque, quand je disais tout à l'heure qu'on a érigé le braquage en système de gouvernance, c'est par rapport au fait que le ministre de la Sécurité reconnaît qu'il y a braquage. Il sort, il fait une conférence Vous avez de le presse. sentiment que derrière, il n'y a rien qui est fait. Oui, mais il n'y a rien qui est fait. Est-ce que vous connaissez les auteurs de ces braquages-là? Oui, mais en même temps, on ne peut pas dire que c'est érigé en mode de gouvernance. Vous êtes d'accord Je que ce n'est dis- pas le gouvernement, enfin, jusqu'à preuve du contraire, Je- ce n'est je pas le le gouvernement dis. qui l'organise. Peut-être que je n'arrive pas à bien m'exprimer, mais Oui. la, Peut-être oui. la responsabilité
la responsabilité première incombe à qui? À celui-là qui est en charge de la sécurité. Et aujourd'hui, c'est qui? C'est le gouvernement. Mais si le gouvernement laisse ces braquages-là continuer, sans qu'on ne connaisse les auteurs, mais on a pris des armes de guerre qui ont servi dans une zone hyper Fréquenté. sécurisée, on ne retrouve pas les auteurs. Et ça continue. La responsabilité première, c'est au gouvernement. Et on peut même dire à la limite, je dis à la limite, mais pourquoi le gouvernement ne fait-il rien pour qu'on connaisse les auteurs? Parce que c'est seulement 2 zones qui sont ciblées par ces voyous, aéroport, Voilà. grand marché. Et la remarque par rapport aux États-Unis, c'est que là-bas, les Américains font tout pour mettre la main sur les auteurs. C'est la différence. Est-ce que je mens? Après le forfait, bien sûr. Ils arrivent toujours à mettre la main après enquête. Mais ici, on ouvre les enquêtes. On ne les referme jamais. On n'en sait rien du tout. Et on continue. Je l'ai dit tout à l'heure qu'en le faisant ainsi, on est en danger au Togo. Et c'est grave. Et là, on va en finir un jour avec cette histoire de braquage-là. Non, véritablement, il faut qu'on en finisse parce que, quoi qu'on dise, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Togo est considéré comme un pays où il y a pas d'insécurité. Je dis quoi qu'on dise parce que les braquages à main armée deviennent de plus en plus récurrents. On ne comprend pas pourquoi, depuis l'affaire de l'aéroport où on a changé et on a remplacé des gens au niveau de la sûreté de l'aéroport et quelques mois après, on se retrouve avec des Nigériens qui se sont fait chipper une importante somme d'argent sans que l'autorité n'en dise rien du tout. Le problème aussi, c'est que les Nigériens même ne précisent pas dans quel contexte ils ont été braqués. Et puis moi, c'est ça qui me pose problème. Oui, on dit qu'on vous a braqué, on vous a pris une importante somme d'argent, et puis jusque-là, personne ne sait rien, personne n'en sait rien du tout, à part ceux qui sont connectés sur WhatsApp, à part ceux qui lisent sur les réseaux sociaux, personne n'en sait rien. Sur les radios, on n'entend rien à la télévision. Ça passe comme quelque chose qui ne s'est jamais produit. Alors que c'est vraiment le Haut Conseil des Nigériens affirme avoir véritablement eu affaire avec des braqueurs par rapport à certains de leurs membres. Donc moi, personnellement, ça me pose un problème. Je ne sais pas comment ils communiquent, mais je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. Parce que on vous dit qu'on a pris 400 millions comme ça, et puis bon, on a une nonchalance à pouvoir communiquer. On est là, on diffuse des trucs sur les réseaux sociaux, des choses qui ne sont même pas authentifiées. Il faut qu'on vous appelle avant que vous nous confirmiez. Il n'y a personne qui soit disponible pour parler, parce que moi, hier, dimanche, j'ai essayé d'entrer en contact avec le Haut Conseil des Nigériens, mais je n'ai pas pu. Mais écoutez, je n'ai pas pu du tout. Et il n'y a personne qui puisse vous dire véritablement, officiellement, ce qui se passe. Et il n'y a personne qui veut quand même vous accorder même une interview pour préciser le contexte de l'attaque et le contexte du braquage. Et donc tout ça, pour moi, ça pose un problème au niveau de cette... je ne sais pas comment il fonctionne, mais je me dis quand même que... Je ne dis pas que ce qui s'est produit n'est pas vrai. Mais je pense qu'il y a un problème de communication à leur niveau, ou soit il y a quelque chose qu'on nous cache. Bien, monsieur, merci beaucoup. On va passer à un autre sujet. Je propose que nous commençons par la politique, puisque ce week-end, elle était remuante un petit peu, avec les manifestations de l'opposition qui sont en principe programmées à partir de demain, mais visiblement ces manifestations n'auront pas lieu. Nous allons revenir là-dessus, mais nous avons au téléphone déjà pour en parler, lancer un petit peu le débat. Le secrétaire national à la communication de l'ANC, donc l'un des porte-parole de la coalition, Éric Dupuis. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour. Alors, nous apprenons quand même que la manifestation de la coalition, la manifestation projetée par la coalition de 14 n'aura plus lieu. Que se passe-t-il véritablement, monsieur Dupuis? C'est exact. La coalition n'a pas fait un communiqué appelant à la manifestation, comme on le fait d'habitude. La règle au sein de la coalition, c'est que quand nous décidons d'une manifestation, d'abord nous écrivons au ministre de l'administration territoriale pour l'en informer comme l'exige la loi. Puis après nous nous réunissons pour décider de comment la manifestation allait se passer. Suite à cela, nous publions un communiqué et après maintenant, tous les partis peuvent annoncer en marche. Cela n'a pas été le cas pour cette marche-là. L'un de nos collègues est allé un peu trop vite en appelant à la marche,
sans attendre que la décision définitive de la coalition soit prise. Parce qu'il nous arrive parfois d'écrire au ministère de l'administration territoriale sans nécessairement faire la marche. C'est-à-dire c'est à titre conservatoire, et cela nous l'avons toujours fait depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette situation au sein de la coalition ne renvoie-t-elle pas finalement sur le terrain d'un malaise, une crise interne, ou c'est simplement un malentendu en apparence bénin? Oh, je pense que c'est un malentendu. Vous savez, quand vous êtes dans un couple même, hein, votre épouse et vous, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des crises, mais ça se règle en famille. Ça ne se règle pas sur les réseaux sociaux. Ça ne se règle pas de manière intempestive. Ça se règle en famille. Vous savez, au sein de la coalition, nous discutons beaucoup. Nous réglons beaucoup de problèmes. Nous essayons de faire en sorte que les points de vue se rapprochent. C'est normal. Quand vous avez 14 partis politiques, vous ne pouvez pas demander que nous soyons tous au même diapason et au même moment. Chacun, tous les jours, fait des concessions, ce qui est tout à fait normal. Alors, si vous annulez aujourd'hui les manifestations, est-ce que nous ne pouvons pas l'interpréter finalement comme votre réponse à l'interdiction du gouvernement? Le gouvernement n'a pas interdit la manifestation. Il n'a aucun pouvoir de le faire. Si vous avez bien lu la lettre de M. Boupessi, il argue que comme les discussions ne sont pas encore terminées, on ne peut pas faire de manifestation. Mais M. Boupessi se trompe énormément. Hein. Vous vous souvenez, quand on avait fait le comité préparatoire de discussion, nous nous sommes battus pour que la suspension des manifestations ait lieu. Et ça a été même des cas de blocage à maintes reprises. Puis, on a renvoyé ce problème au dialogue, et au dialogue, ils se sont entendus avec le régime RPT-UNIR pour dire, bon, nous sommes prêts à suspendre nos manifestations, à condition que vous aussi, vous suspendiez toute préparation électorale, arrêter tout processus électoral jusqu'à la fin du dialogue, et puis faire en sorte que les mesures d'apaisement soient mises en œuvre le plus rapidement possible. Donc c'est une convention entre nous. Maintenant, si le RPT-UNIR décide de manière unilatérale de ne pas faire, comme c'est le cas, de ne pas remplir son devoir de mesures en ce qui concerne les mesures d'apaisement, à savoir la libération de tous les prisonniers, la levée d'occupation des villes comme Sokodé, Bafilo et Mango, qui refusent de le faire, ça voudrait dire que nous sommes déliés de l'engagement que nous avons pris. Et d'autre part, vous savez qu'il y a pas longtemps, le gouvernement a nommé le président de CEDI, qui rentre dans le processus électoral. Donc, ça veut dire que le régime RPT ne respecte pas les engagements pris devant le facilitateur. Donc, à partir de ce moment-là, nous nous sentons totalement déliés. Et je voudrais saisir l'occasion pour rappeler une fois encore à M. Boupessi que quand on a décidé d'un dialogue à la demande de M. Fournier Sidé, son président, ça a été un accord entre nous. C'est nous qui avons décidé de venir à un dialogue. Nous ne sommes pas obligés. Et il doit savoir que si demain, pour une raison ou pour une autre, pour le comportement malhonnête de ce régime, nous décidons de quitter le dialogue, nous partirons librement comme nous sommes venus. Il ne peut pas arguer que parce que nous sommes en dialogue, nous ne pouvons pas faire. Ça n'existe pas. Alors le dialogue n'est en aucun cas une obligation pour nous. D'accord. Alors, la cohésion du groupe des 14, aujourd'hui, il y a beaucoup de commentaires quand même autour de ça. N'est-elle pas, ou est-elle rétablie véritablement après ce week-end mouvementé? Monsieur, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on a des discussions entre nous. Hein. C'est normal. Dans vous prenez, dans toute association, il y a des débats. Vous prenez l'ANC qui est un parti, on a des débats. Il arrive qu'on n'est pas d'accord sur un point, on discute jusqu'à ce qu'on trouve un consensus. C'est tout à fait normal. Dans la vie politique,
qu'est-ce que c'est que le Parlement? Si aujourd'hui on avait un Parlement démocratiquement élu, un Parlement qui fonctionne normalement, il faudrait d'abord obligatoirement des débats politiques. On a l'impression que du moment où on a marqué notre désaccord sur un point, on est fâché. Non, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec votre épouse sur un point, c'est que vous arrêtez de vous parler, vous allez divorcer. Ça n'a pas de sens. D'accord. Très bien. Monsieur Dupuis, merci quand même d'avoir accepté d'être en direct avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Merci à vous. Alors, nous revenons en studio. Michel, déjà, jeudi dernier, dans votre parution, vous vous interrogez même par rapport à cette manifestation. Vous expliquez ou vous dites que la coalition de l'opposition, en voulant manifester, expose là sa mauvaise foi karma sur la place publique. Oui, et puis l'avenir est en train de me donner raison. Nous étions là le jeudi et les jours suivants, vous-même vous remarquez avec moi que ça grouille dans cette coalition-là parce que certains commencent à bien voir. Ils ne voyaient pas bien. Oui, certains ont commencé à bien... Certains se libèrent, ils comprennent qu'ils étaient sur un mauvais chemin parce que c'est ensemble qu'ils ont décidé avec le parti au pouvoir, devant le facilitateur, qu'il n'y aura pas de marche, en tout cas durant le processus du dialogue. Mais il serait aberrant. Mais on savait aussi que c'était illégal. La Constitution autorise qu'il y ait des manifestations quand on n'est pas d'accord. Comment est-ce que des partis politiques peuvent s'entendre et signer une convention autour d'un point essentiel de la Constitution? Mais c'est eux qui se sont entendus. Je n'étais pas là-bas. C'est eux qui se sont entendus. Ils connaissent très bien la Constitution. Et le point dont tu parles, ils le connaissent très bien. Mais ils sont entendus que à partir du moment où ils sont en plein processus de négociation, de discussion politique, il fallait quand même laisser les rues libres. Et puis bon, qu'il y ait de la sérénité pour pouvoir continuer les discussions. Mais subitement, nous avons appris, il y a de cela quelques jours, que d'abord c'était le PNP qui, par l'intermédiaire de son patron Tikou Achadam, qui voulait relancer les marches. Et entre-temps, on a appris également que la coalition l'a emboîté le pas en entérinant ce qu'il souhaitait. Mais aujourd'hui, on se rend compte que certains partis au niveau de cette coalition comprennent que ce n'est pas la peine pour le moment, ce n'est pas la peine de descendre dans les rues, qu'il faut, à partir du moment où le facilitateur, où il y a une délégation qui a annoncé dans nos murs pour essayer de colmater les brèches et continuer les discussions, il serait peine perdue de continuer les marches. Mais cette pagaille qui règne actuellement au niveau de la coalition, nous on l'a déjà, en tout cas, on l'a prédit. On avait dit que, puisque c'est quand vous prenez cette coalition, on dirait c'est un panier à crabes, lézards, margouillas, tout c'est un fourre-tout. C'est sérieux là? Oui, ça dit que c'est des gens qui, vous prenez des gens qui ne s'entendaient sur rien, qui c'est vrai on le dit en politique il n'y a pas d'ennemi éternel, mais des gens qui ne s'entendaient sur rien, subitement ils font croire à leurs militants que bon, maintenant ils sont bras dessous et que c'est la belle vie qui continue. Ils vont musculer Fornia Sigbe, ils vont le pousser dans le dos non, vous comprenez que moi j'ai suivi la conférence, j'étais en classe de seconde, j'étais pas enfant. Toute cette classe politique là, j'ai une idée, je sais à peu près comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Et quand ils tiennent des propos, je les analyse. Quand ils font des sorties, j'analyse. Je dis aujourd'hui que c'est le bon sens qui l'a emporté. C'est le bon sens qui l'a emporté. Et ils décident aujourd'hui d'ajourner ou de reporter leur marche parce que le code même de la bonne conduite, le code du dialogue interdisait ces marches-là. Donc, ce n'est que le bon sens. On ne peut pas les applaudir puisque c'est le bon sens. C'est ce qu'ils devaient faire. Voilà. D'accord. Elo Matisogbe, tout à l'heure, quand on écoutait Éric Dupuis, il semble nous dire que bon, ça a été un malentendu. Hein, c'est le PNP qui a été le premier à dégainer, alors que la coalition n'avait pas quand même communiqué officiellement sur une manifestation. Mais on sait qu'il y a une lettre qui a été quand même introduite au niveau du ministère de
de l'administration. Il y a même eu une rencontre entre une délégation de la coalition et les autorités. Eu des discussions ont eu lieu autour de ce sujet. Non, qu'on arrête de nous baratiner. Franchement, il ne faut pas qu'on nous prenne pour des enfants. Et d'abord, le truc, l'audio du conseiller de M. Tikpi Achadam, Ouro Tchatipi, l'audio qui a fait le tour de WhatsApp pour dire que oui, il y a de nouvelles manifestations qui sont annoncées. Et pour cette semaine, justement, cet audio a quand même été écouté par beaucoup de personnes. La coalition n'a rien dit. On a fait 3 jours, 4 jours, on n'a rien dit du tout. Bon, c'était peut-être pour se réunir, pouvoir régler ce problème ensemble et définir d'une date commune. Parce qu'on nous a appris que, justement, la coalition devait se réunir pour s'entendre sur les modalités de cette manifestation. Oui. On en était là quand Tikpi Achadam lui-même a fait un audio ce week-end pour confirmer les dates. Oui. Confirmer les dates vendredi, après le dépôt d'un courrier officiel au ministère de l'administration territoriale suivi d'un entretien entre le gouvernement et une délégation de la coalition sur les dates de ces manifestations. Maintenant, finalement, qu'on nous dise sur les antennes, qu'on fasse un tour des médias pour nous dire que non, c'est des problèmes en interne, quand vous êtes en couple et tout ça, non, il faut qu'on arrête de nous battre. On n'est pas des enfants. Mais pourquoi avoir laissé tout ce temps-là pour venir nous dire que quand on est en couple, oui, c'est les enfants, il y a des problèmes, quand vous êtes fâché, madame fait ceci, monsieur fait cela. Non, quand même, on n'est pas des enfants, on est en politique. Mais s'il y a un problème, mais essayez de faire la part des choses. La même personne qui dit ça aujourd'hui, c'est la même personne qui, entre-temps, a été sur une radio et a dézingué proprement le PNP. Ouais. On l'a suivi. Mais on l'a suivi. Donc, il ne faut pas que les gens nous prennent pour des cons. Mais pourquoi le problème, ce linge sale n'a pas été lavé en famille et que les gens ont décidé de mettre ça sur la place publique et de le laver en public avant de se rendre compte que quand on est en couple, il y a des problèmes. Mais entre-temps, dans ce pays, le même parti politique qui aujourd'hui, dont le porte-parole fait le tour des médias, a sorti un communiqué, ou bien je ne sais pas si c'est un communiqué, un document dans lequel vous avez vu le document. Oui. Vous avez vu le document, le rapport financier de toutes les activités. Et c'est le seul parti qui était à jour, c'est l'ANC. Oui. Et le seul parti qui n'est pas à jour, ou bien bon, qui n'a rien donné, oui, qui n'a même pas donné France, c'est le PNP. Mais qui a fait fuiter le document? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que ce document est dehors? Pour prouver que l'ANC est le parti qui cotise plus, qui contribue plus aux manifestations financièrement, pour prouver que le PNP ne donne rien, et pour que les gens se démobilisent du PNP. Non, il faut que les gens arrêtent cette stratégie de je sais pas, de fuite en avant. Moi, je n'ai rien à voir avec eux, mais la façon dont les choses se présentent, aujourd'hui, l'ANC... tout ça, finalement. Non, mais aujourd'hui, c'est clair que l'ANC est en train de déclarer la guerre au PNP, mais c'est clair, depuis que ce document a fuité en interne, au sein de la coalition, moi, je vous dis que moi, j'ai des gens, je connais des gens au sein de l'ANC qui ont fait fuiter ce document. Parce que le document a atterri chez des gens. Et je vous dis, ceux qui ont envoyé ce document, c'est des gens qui sont dans le bureau de l'ANC. J'ai des captures d'écran. Si vous voulez, après on va se voir, je vais vous les montrer. Parce que, écoutez, il ne faut pas que les gens nous prennent pour des cons. Mais c'est des gens qui ont sorti le document au niveau de l'ANC. Maintenant, aujourd'hui, si on essaie de faire croire aux gens que non, il y a des problèmes, mais les gens ne peuvent pas créer des problèmes et vouloir faire porter la responsabilité aux autres. Mais moi, je suis désolé. De toutes les façons, ce qui est important aujourd'hui... on parle de malentendu. Il n'y a pas de crise au niveau de la coalition. Ça dépend de quel camp ça dépend de quel côté on se trouve, de l'analyse qu'on fait de la situation. Il y a le confrère, le libéral, qui disait tout à l'heure, ce matin, quand même, que visiblement, la coalition se libère peu à peu du PNP. Le PNP qui était trop présent et qui dicte finalement sa loi. De toutes les façons, comme Michel l'a dit, c'était prévisible. C'est-à-dire que le PNP s'est imposé à un moment donné comme un chef de file naturel de l'opposition. Quoi qu'on dise, c'est-à-dire, vous avez un chef de file légal et vous avez un chef de file qui s'est imposé à un moment donné du parcours politique. Maintenant, pour ne pas que l'autre fasse ombrage, parce que vous vous rappelez à l'époque, le 19 août 2017, M. Jean-Pierre Favre était en tournée européenne. Oui, bien sûr. Vous vous rappelez, il n'était pas sur le territoire. Quand le PNP avait lancé la manifestation, et vu l'écho qu'il y a eu, il a dû écourter sa tournée pour revenir. Vous savez pourquoi? C'est que quand on parle de rétroactivité de la loi, au niveau de la coalition, on ne parle plus de la rétroactivité. Oui, mais c'est d'application immédiate. D'application immédiate, voilà. Ce qui est différent de la rétroactivité. Voilà, maintenant, quand on parle d'application immédiate de la loi, quand on prend par exemple le principe de la limitation des mandats, comme le pouvoir le propose, des mandats parlementaires présidentiels. 2018, ça veut dire que des gens de l'ANC ne seront plus députés. Ah oui, ça c'est notre enjeu. Voilà. Parce que la loi s'appelait d'application immédiate. Bien sûr. Donc les gars de l'ANC ou de ceux qui sont députés là, ils ne seront plus députés, ils ne seront plus candidats aux prochaines législatives. Vous êtes dehors. On est d'accord? Ouais. En attendant que 2020, dans 2 ans, notre président ne soit dehors aussi. Donc dans 2 ans, on a encore le temps.
Vous voyez un peu. Tout est organisé. Voilà, c'est pour ça que au niveau de l'opposition, on ne crée plus trop d'applications immédiates. Et donc, on veut carrément un retour à la Constitution de 92. Parce qu'on sait que ça a aussi ses effets sur des candidatures au sein de l'opposition. Mais quand vous dites aujourd'hui que législative et les députés de l'ANC ne seront plus, ou des députés de la coalition ou d'autres partis de l'opposition ne seront plus candidats, mais ça pose un problème. Les gens vont quand même se poser beaucoup de questions. Donc, on ferme les yeux dessus, on avance. En attendant, on va trouver une solution. Donc, on fait un retour à la Constitution de 92, mais on met un peu en parenthèse ce débat sur l'application immédiate de la loi. Voilà. Très bien. Monsieur, merci beaucoup. Je voudrais qu'on aborde notre sujet. C'est le front social. Puisque la semaine dernière était compliquée quand même pour plusieurs de nos concitoyens. Le front social qui est en ébullition. Au niveau du Synfot, l'opération coup de poing quand même mise à mal notre système de santé, les enseignants avec les élèves dans la rue à travers le pays. Est-ce qu'on pourra parler d'une certaine indifférence des pouvoirs publics par rapport à la gestion de ce front social aujourd'hui, Ildefonse Akbaki? Parce que derrière, on a le sentiment aussi qu'il n'y a pas de réaction véritable, à part les enseignants. Les médecins semblent ne pas être écoutés véritablement. Et c'est ce qui est grave. C'est ce que nous remarquons depuis un moment. J'ai posé la question à un animateur sur le même sujet la semaine dernière qui parlait justement de l'indifférence des pouvoirs publics. Alors, je dis, ça fait combien d'années que le problème du Synfot a été posé? Il me dit, mais ça fait des années. Et je dis, je vous réponds, si ça fait des années que les mêmes problèmes sont posés et qu'on n'en trouve pas de solution, d'abord, je voudrais parler de l'indifférence des pouvoirs publics, comme vous l'avez dit, mais plus grave, je voudrais faire savoir que cela relève du cynisme. Parce que c'est la santé dont il est question. Même si vous me demandez des suffrages, il faut que je sois en bonne santé avant de venir voter pour vous. Bien sûr. Hein? Mais je ne comprends pas pourquoi, avant même qu'il y ait un certain nombre de rendez-vous dans ce pays où on a dépensé des milliards, il y avait ce problème-là. Et un jour, j'ai posé le problème ici, j'ai dit, mais pourquoi dit-on qu'il n'y a pas d'argent pour qu'on remplace tout ce matériel vétuste? Parce que quand vous jetez un coup d'œil sur ce qui fait aujourd'hui... On nous a dit qu'on veut construire un hôpital de référence. Non, mais attends. Peut-être qu'on va attendre ça en 2020. Les gens seront dans cet état comateux quand ils seront malades, quand ils n'auront pas de scanner pour se faire tout un tas de trucs que vous voulez. Les gens seront dans cet état-là. Et des années plus tard, ou bien des mois plus tard, qu'on aura un autre hôpital, c'est de ça que vous me parlez? Les gens seront toujours malades sur le lit. Non, je ne comprends pas. J'ai posé la question. Est-ce que les doléances, au moins, ont duré 2 ans? Si oui, qu'est-ce que le gouvernement en fait? Parce que on a durci le ton par rapport au remplacement du matériel. Parce que les gens disent, nous ne parlons plus de nos conditions de vie, mais nous parlons de nos conditions de travail. Nous sommes là, mais nous n'avons pas de matériel. Mais vous avez un centre de référence qui est dégarni, qui aujourd'hui est qualifié de mouroir. Ceux qui travaillent dedans disent, mettez-nous à l'aise en essayant de remplacer le matériel vétuste, en essayant de voir un certain nombre de choses, et puis le tour est joué. On ne dit rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Ils ont durci le ton. Ils ont dit, mais attends, nous n'avons pas de matériel, les gens meurent. Mais jusqu'à quand tout cela durera-t-il? Parce que la grève continue depuis ce matin. Mais il nous semble au niveau des hôpitaux. Jusqu'à quand? Parce que les gens nous ont dit dans ce pays qu'ils ne se soignent. La grève sèche quand même, c'est horrible. Qui ne se soignent pas dans les hôpitaux nationaux. Oui, mais c'est des décideurs ou pas? Si les décideurs à qui les doléances sont attribuées disent ça, la réponse... c'est le peuple qui se meurt. Ah mais... Celui qui a dit cela, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Ce n'est pas
on ne peut pas attribuer ça à C'est tout pas le une gouvernement déclaration officielle. Oui, ça n'engage que lui. Dans tous les Il cas, était Premier ministre quand il a dit. Dans tous les Ouais. cas, il faut quand même Ça aussi, c'est que une vérité. il faut, Le chef du gouvernement. oui, nous devons reconnaître que il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la santé, parce que de tout temps, le personnel a toujours réclamé les conditions, les meilleures conditions de vie, les salaires et tout. On se disait à l'époque que non, ils ne sont pas les seuls. C'est vrai qu'ils sont quand même des acteurs vraiment non négligeables dans le système sanitaire, mais il y a d'autres fonctionnaires aussi, notamment les enseignants et les autres corps également. Mais aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est le matériel. Et nous sommes tous d'accord que lorsque vous allez dans nos CHU et dans nos dispensaires, mais il y a un problème de matériel qui se pose. Et donc, moi j'ai l'impression que peut-être le gouvernement n'a pas encore les moyens nécessaires. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les reçoit pas, ne serait-ce que pour discuter? On a quand même un patron au niveau de la santé au Togo, un ministre de la santé. Est-ce qu'il n'y a pas de discussion entre les responsables là, et ce que le Saint-Faute a dit, les renseignements que nous avons depuis qu'ils ont commandé. Peut-être on ne les a pas encore reçus, on va les recevoir, peut-être. Ça dure depuis 3 janvier, Michel. Je dis, hein, On est aujourd'hui le 19 mars. peut-être qu'on ne les a pas encore reçus, on va les recevoir pour peut-être porter beaucoup plus Quand on aura haut. tous trépassé? Est-ce que c'est le souhait? Non. Jusque-là, je pense que on ne va pas tous trépasser. Dans tous les cas, si c'est moi qui allait prendre cette décision, peut-être j'aurais pu le faire depuis. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas au gouvernement. Je ne sais pas pourquoi ce qui traîne, ce qui empêche qu'on les reçoive. Vous avez toujours écrit que ce gouvernement, il est moribond, il faut le changer. Oui, et je le maintiens. Je dis, Fournier Singbe peut à tout moment ajouter des ministres. Moi, ça ne me dit absolument rien. C'est de toucher en profondeur ce gouvernement. Il y a beaucoup de ministres qui doivent être sur le banc de touche actuellement. Y compris celui de la santé? Ils viennent d'arriver. Non, il est là Peut-être. depuis Non, il a pour combien de temps? Depuis pour combien de temps? Par rapport à certains qui font 10 ans? 9 ans? Non, il ne s'agit pas de 10 ans, mais il s'agit de ce Voilà, gouvernement voilà. de Kassou. Donc, je pense qu'il est sur un grand projet, le projet de contrat de peut-être que C'est ça on ne peut pas. qui lui donne des sursis? Oui, peut-être. Mais dans tous les cas, le gouvernement a intérêt vraiment à sauver la population en sauvant les hôpitaux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr. Parce que là où nous sommes, la semaine passée, vous avez vu ce qui s'est passé. Hier, il y a un de mes voisins qui a fait un accident grave. Il est actuellement dans une clinique parce qu'on ne peut pas l'amener Dans le centre public. dans le centre public. Vous voyez, si c'était moi. Donc, je me dis que si c'est pas moi, ça peut être un frère ou une soeur togolais ou je sais pas, étranger. Mais dans tous les cas, c'est des vies humaines qui sont en jeu, qu'il faudrait protéger. Merci Donc, beaucoup. il faut que le gouvernement vraiment fasse diligence. C'est difficile, mais ils sont là pour ça. Bien sûr. Et l'homme? Oui, mais On va finir là-dessus. bien évidemment, il faut que le gouvernement fasse diligence. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, on a un système de santé qui est totalement en ruine. On n'a pas un seul hôpital qui tienne. Hein. De Lomé à Saint-Cassé, on n'en a pas. Et le seul scanner qui existe, et c'est au CHU Tocoin, mais ça ne travaille pas. Donc, si quelqu'un fait un truc à Kara, on est obligé de l'emmener à Lomé pour faire un scanner. Mais c'est horrible, 420 km pour pouvoir faire un petit scanner. Et les gens décèdent. Et les gens meurent en cours de route. Donc, ça fait qu'on ne peut pas parler de la santé au Togo. Hein. On ne peut pas en parler. Vous allez dans les unités de soins périphériques à l'intérieur du pays. Les gens, pour faire une piqûre, ils utilisent le javel. Et Oui, c'est le malade qui l'emmène. On en a parlé l'autre fois. Voilà, c'est pas de l'alcool. Je suis sérieux dans ce que je dis. Des gens accouchent à même le sol. Ça se passe au Togo, au 21e siècle. Donc, il va falloir que le gouvernement, en attendant les hôpitaux qu'on a promis nous construire, parce qu'il y a les Égyptiens qui ont promis construire un, il y a les Indiens qui ont promis construire un également, il faut qu'on équipe ceux qui sont là d'abord. Oui. C'est-à-dire, oui, non, je suis sérieux. Parce qu'on a dit dans ce pays qu'on a payé un prêt de 10 milliards de la BIDC pour faire des trucs, mais les 10 milliards, là, on n'a jamais vu la couleur. Aujourd'hui, Saint-Faute demande la tête du ministre. Oui, mais ce qui est naturel. Parce que, comme je l'ai dit ici, je l'ai dit sur ce plateau, moi, c'est le pire ministre de la santé que moi j'ai connu. Hein.
D'abord parce qu'il est du métier. Il est du métier, il est du corps. Et d'abord, on nomme quelqu'un du corps qui maîtrise les problèmes, qui officiait dans le même enceinte que ses collègues. Mais qui n'arrive pas aujourd'hui à venir à voler à leur secours. Là, on comprend qu'il y a des pesanteurs. Ça veut dire que c'est pas lui qui décide en réalité. Oui, mais quand vous êtes manipulé, démissionné. C'est ça. Quand vous voulez faire quelque chose et que vous sentez à un moment donné que vous êtes contrôlé, démissionnez. Et puis, on ne vous endosse pas la responsabilité de ça. Tout à fait. Oui, c'est clair. Parce que aujourd'hui, il ne reçoit même pas ses collègues. Il ne veut même pas recevoir le Saint-Faute. Parce qu'il est ministre de la Santé. C'est tout. Alors que c'est avec ces mêmes personnes qu'il causait hier. C'est là où je dis, mais il y a un problème. Pour moi, c'est le pire ministre de la Santé que moi j'ai connu. Et par rapport à la contractualisation en cours, tout ce qu'il y a comme anomalie autour même de ce projet-là, où on sort des gens, on ramène des choses et tout ça, mais il va falloir qu'on puisse véritablement prendre à bras le corps le problème de la santé pour garantir une vie saine à tout le monde. Très bien. Juste un mot par rapport à ce que Elon vient de dire. Moi, je me demande, quand on dit de quelqu'un qu'il a toutes les potentialités pour occuper un poste ministériel, genre le professeur Midi Yawa, que tous ses collègues apprécient. Mais je ne comprends pas pourquoi quand on rentre au gouvernement, du coup, on perd tout. Et on devient, comme il a dit, zéro, quoi. Je ne comprends pas. Vous savez, à un moment donné dans ce pays, on avait supprimé le ministère même de la santé qu'on a rattaché. Oui, c'est pas supprimé, mais c'est juste rattaché à la primature. Il y a cette remarque-là à faire. Pourquoi? Et puis, vous voulez résoudre un problème dans un secteur clé. Vous diminuez le budget de ce secteur-là. Ça n'a pas de sens, tout ce qui se passe là. Bien. Messieurs, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci à Michel Tchadia. Je rappelle que vous êtes le patron du journal Ouara Les Vainqueurs. Ildefonse Akwaki de la Gazette du Togo.com et l'homme Atisogbe, le patron du journal La Nouvelle Tribune. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint Rigator. À demain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.